Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. L'édition spéciale consacrée au 5e jour de la guerre au Moyen-Orient se poursuit. Durant cette heure, nous allons analyser et décrypter cet événement majeur. À la une, la guerre continue donc au Moyen-Orient. Israël et les États-Unis poursuivent leurs attaques sur l'Iran. L'armée israélienne annonce avoir frappé des dizaines de cibles dans le pays, y compris des centres de commandement à Téhéran. Et Washington affirme avoir effectué 2000 frappes stratégiques. De leur côté, les gardiens de la révolution indiquent avoir pris le contrôle du détroit d'Ormuz, point stratégique du passage du pétrole. Analyse à suivre dans quelques instants avec nos invités et chroniqueurs. Adéa Guillot, porte-parole de l'ONG Care France. Nous avons également avec nous Agnès Levallois, présidente de l'Institut d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. À nos côtés également Sébastien Regnault, spécialiste de l'Iran avec son dernier livre, donc La modernité iranienne aux éditions L'Harmattan. Et puis notre chroniqueur international France 24, Karim Yayaoui. C'est parti. Au 5e jour du conflit, l'Iran affirme qu'il n'y aura pas de négociation avec les États-Unis et le pays donc est prêt à poursuivre la guerre. C'est ce qu'indique donc le régime iranien par la voix du principal conseiller du défunt guide donc Ali Khamenei. On en parle tout de suite. La première question, elle sera pour vous, Agnès Levallois. Ça fait partie donc des dernières réactions, celle de Téhéran, qui indique qu'ils sont prêts à ce que la guerre continue. La tête du guide a été coupée, mais finalement, le régime y vit encore. Oui, bien sûr que le régime vit encore. C'était une illusion de penser qu'avec la disparition ou l'assassinat du guide suprême, le régime allait tomber et que tout serait réglé d'un coup de baguette magique. Il faut quand même jamais oublier que le régime iranien est un régime avec une structure, avec une chaîne de commandement, que en plus les Iraniens s'étaient préparés à cette éventualité de la disparition d'un certain nombre de responsables, puisque quand même les bruits de bottes étaient là depuis des semaines et des semaines, et donc il y a eu toute une préparation de la part de ce régime pour pouvoir s'adapter à la situation en cas de besoin. Et donc, on voit qu'il y a quand même, il y a sûrement des désorganisations parce qu'il y a quand même eu beaucoup de responsables qui ont été tués, en particulier des responsables militaires. Mais on voit à ce stade, en tous les cas, que les gardiens de la Révolution, qui est quand même la force dominante d'un point de vue militaire dans le pays, eh bien, a encore des capacités à pouvoir mener des opérations, à lancer des missiles, on l'a vu un peu tous azimuts, que ce soit à destination évidemment d'Israël, mais aussi des pays du Golfe. Et donc, le régime iranien a toujours joué sur le temps, et donc il a tout à fait conscience qu'il a tout intérêt à faire durer cette guerre le plus longtemps possible, parce que Trump, lui, de son côté, risque d'avoir des contestations en interne. On le voit déjà, avec un certain nombre d'Américains qui considèrent que cette guerre n'a pas lieu d'être et qu'en tous les cas, pourquoi les Américains se sont lancés dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient alors que Trump avait toujours dit qu'il était hors de question de recommencer. Et donc, on voit bien que les Iraniens calculent aussi leur riposte pour garder des réserves, parce qu'ils n'ont pas non plus des réserves infinies, à la différence des Israéliens et des Américains qui ont beaucoup plus de capacités militaires. Et donc, on est là aussi dans un bras de fer, qui joue vraiment sur le temps. On sait que les Iraniens jouent sur le temps, que ce soit dans les négociations ou maintenant dans cette période qui est une période de guerre. Sébastien Regnault, donc je le rappelle, vous êtes spécialiste de l'Iran et auteur donc du livre La modernité iranienne aux éditions L'Harmattan. Quand on voit la manière dont l'Iran finalement continue à pouvoir viser notamment ses pays voisins du Golfe, également le territoire israélien, il y a encore une puissance assez forte aujourd'hui au sein du régime iranien? Oui, les Iraniens, par tradition, sont assez conservateurs d'un point de vue militaire. C'est-à-dire que à chaque fois, ils avancent à toujours à petits pas, et dans l'armée comme dans les négociations, etc. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont encore beaucoup sous le coude. Il y a des informations qui disent qu'ils ont encore plus de 10 000 missiles. C'est pas peu de choses. Et puis des milliers de drones. Et donc, les Iraniens, c'est ce que Larijani a dit, je crois, avant-hier. Il disait l'Iran, contrairement aux États-Unis, s'est préparé à une guerre longue. Et les Iraniens sont toujours dans un rapport au temps qui est complètement différent de celui des États-Unis. Les États-Unis, c'est toujours dans la précipitation, dans l'urgence, etc. Les Iraniens sont des gens très, très
beaucoup plus, qui prennent le temps long. Hein. Et je crains que là, évidemment, le rapport de force, il est du côté américain et du côté israélien. Et donc, c'est extrêmement impressionnant. Et on a l'impression, si vous voulez, que l'Iran est à genoux. Mais moi, connaissant l'Iran de l'intérieur, j'ai toujours vu que finalement, les Iraniens prennent le temps et sans doute que même, j'allais dire, que la riposte va monter en grade. C'est ce qui s'était passé pendant la guerre des 12 jours. Ils avaient accumulé beaucoup de chocs pendant la première semaine. Et puis, à la fin de la première semaine, ils avaient envoyé des missiles extrêmement puissants, extrêmement forts, qui ont directement touché le territoire israélien. Vous voyez, ils montent en puissance. Et je crois que le triomphalisme dont fait preuve en ce moment les États-Unis et Netanyahou est à mon avis à prendre avec beaucoup de prudence. Alors, je rappelle que ce matin, Washington a indiqué avoir touché plusieurs sites iraniens, notamment des commandements du régime. Karim, je vais vous poser une question là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'état du régime iranien ? En fait, moi je souscris à ce qu'a dit Agnès tout à l'heure. Ça serait totalement illusoire de penser que le régime a été détruit par ces frappes aériennes. D'ailleurs, l'essentiel des experts qui sont exprimés ces derniers temps ont expliqué que des frappes ne suffiraient pas à faire tomber un régime. Et le régime a évolué ces dernières années. Il y a eu beaucoup d'efforts en matière de décentralisation, notamment depuis 2009, lorsque la réélection d'Ahmadinejad avait été contestée. Et on a mis en place une espèce d'organisation en mosaïque, c'est-à-dire que les différents commandants des corps des gardiens de la Révolution ont acquis une certaine autonomie et ne sont pas obligés forcément d'attendre un éventuel feu vert avant d'agir. Et c'est ce qui explique que la désorganisation liée à la mort de Khamenei et d'un certain nombre de chefs militaires n'a pas eu tant de conséquences que cela sur la riposte iranienne qui a été relativement rapide, bien plus rapide d'ailleurs que lors de la guerre des 12 jours et qui a été tout azimut. On sait que les Iraniens ont un certain nombre de missiles. Alors moi, je ne m'avancerai pas sur le chiffre exact, mais en tout cas, ils ont des missiles de courte et moyenne portée qui ont été largement utilisés par rapport aux pays du Golfe voisin, puisqu'il n'y avait pas nécessairement besoin de missiles à longue portée. Et moi, je trouve que la riposte iranienne, même si on ne peut pas comparer les capacités militaires face à Israël et aux Américains, a été relativement menée avec une relative logique, malgré le fait que dès les premiers moments de la guerre, le régime a été décapité. Et donc, ça montre que le régime a des ressources. Il a aussi des ressources en matière humaine. On a vu très rapidement qu'il y avait un espèce de triumvirat qui a été nommé très vite. Et c'est pour ça que lorsqu'on entend Donald Trump expliquer que on pourrait superposer le modèle vénézuélien à ce qui se passe du côté de l'Iran, ça semble complètement hallucinant. Il l'a encore redit lors de sa prise de parole en marge d'une rencontre avec Friedrich Merz. Et donc c'est ça qui est assez inquiétant sur l'absence de vision américaine. Et Donald Trump s'est contenté de se satisfaire avec ce bilan. On a tout détruit. Donc c'est assez inquiétant. Agnès Levala, je vous ai vu réagir aux propos de Karim Yayaoui. Est-ce qu'on peut dire ou pas que le régime iranien aujourd'hui est décimé quand on voit ce qui se passe ? Le régime iranien est sérieusement affaibli. Oui, il y a quand même beaucoup de têtes et des têtes importantes qui ont été tuées par l'offensive américano-israélienne. Mais comme vient de le dire Hakim, on voit bien que de toute façon, il y a une capacité de ce régime à s'organiser. Il y a ce fameux triumvirat qui est en place, avec Larijani, qui est quand même l'homme fort, me semble-t-il, aujourd'hui de ce système, et qui a vraiment mis en place ce triumvirat qui est là. Alors j'imagine que si les Américains et les Israéliens arrivaient à le toucher, ça pourrait quand même avoir un impact, parce qu'on sent que c'est vraiment lui qui aujourd'hui organise les choses. Mais moi, ce qui me frappe aussi, et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est que je rappelle quand même qu'après la guerre des 12 jours en juin dernier, Trump avait déclaré que tout avait été détruit, au point d'ailleurs qu'un des responsables militaires américains qui avait remis en question ses propos avait été licencié à l'époque sur le champ. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a encore des choses et que Trump maintenant annonce à nouveau un succès.
déplacer. Donc il faut rester très très prudent sur toutes ces déclarations parce qu'on voit bien que Trump raconte n'importe quoi en fonction de son agenda et de ce qu'il veut faire passer comme information auprès des Américains. Donc soyons très prudents sur tout ce qu'on entend. Et c'est vrai que la vraie difficulté aujourd'hui, et je vois ce qui a été dit, c'est comment savoir exactement ce qui se passe en interne. C'est un régime affaibli clairement, mais les structures, à mon avis, fonctionnent encore. Adéa Guillot, vous êtes porte-parole de l'ONG Care France. On a vu apparaître à l'écran en direct des images qui nous viennent malheureusement d'un peu partout, donc de Beyrouth, également d'Iran, où la population est totalement frappée par ce qui se passe. Oui, ce que j'entends et ce qu'on observe dans cette région en ce moment, c'est un mépris total de la vie civile. En fin de compte, on parle de ces grands enjeux géopolitiques et ils sont certes passionnants, intéressants et certainement ils vont changer le visage de beaucoup de choses. Mais pendant ce temps, les bombes tombent, les bombes tuent, les bombes blessent, les bombes déplacent. Et en ce moment, on a des millions de gens qui sont impactés par ce qui se passe dans cette région. En priorité, là, l'urgence absolue, c'est le Liban. C'est-à-dire que dans les bombardements qui ont lieu en ce moment dans toute la région du sud Liban et puis la région sud Beyrouth, on a 400 000 personnes déjà qui sont en chemin. 400 000 personnes qui se sont déplacées. Et cela s'inscrit dans un contexte pour un pays extrêmement fragile. Le Liban, c'est un pays qui est fragile depuis déjà des années. Il y a eu une crise économique en 2019, il y a eu l'explosion du port de Beyrouth en 2020, il y a eu le Covid comme pour tout le monde. Et puis derrière, il y a eu une guerre déjà l'année dernière qui a déjà déplacé 800 000 personnes. Toutes ces personnes ne sont pas rentrées chez elles parce que le sud du pays était extrêmement démoli, des infrastructures sont à terre là-bas, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus d'infrastructures de sanitaires et donc finalement on avait au moins 80 000 personnes qui n'étaient jamais rentrées chez elles l'an dernier et aujourd'hui on a de nouveau ce flux, il faut voir quand même, ce flux ininterrompu de véhicules en tout genre jusqu'aux charrettes qui remontent du sud du pays vers Beyrouth et qui finalement tous ces gens qui sont dans des refuges, des écoles qui ne sont pas faits pour accueillir sur le long terme autant de déplacés. Aujourd'hui, c'est à eux que nous devons penser. Notre responsabilité est certes de réfléchir, de comprendre ce qui se passe, mais dans le même temps, les États, tout le monde doit se mobiliser pour être au chevet de cette population. Et au moment où vous parlez, on voit ces images qui nous parviennent de Beyrouth avec ces amas de fumée. Beyrouth toujours pilonnée par l'armée israélienne. Une autre question pour vous, puisque votre ONG intervient sur place. Qu'est-ce qu'on vous dit sur place? Comment vous faites? Vous savez, tous les matins, nous, à 7h du matin, on a une réunion en coordination et j'y suis avec mes collègues libanais. Et déjà, nos collègues libanais sont là-bas, donc ils sont eux-mêmes sous ces bombes, etc. Et pourtant, ils restent extrêmement, comme l'année dernière d'ailleurs, motivés, extrêmement déterminés à aller soulager la détresse des gens déplacés qui arrivent à Beyrouth ou au nord vers le mont Liban. Ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, la ville est pilonnée. Les gens sont terrés chez eux et les réfugiés qui arrivent, les déplacés qui arrivent sont extrêmement fatigués. Ils vivent dans la peur et cette fois-ci la peur de ne pouvoir plus jamais rentrer chez eux puisqu'il y a des développements terrestres aussi sur ce qui se passe au Liban et ils se disent va-t-on un jour pouvoir rentrer dans notre village? Nous les avons accompagnés l'année dernière dans un premier déplacement, un deuxième déplacement, un troisième déplacement. Aujourd'hui, vont-ils pouvoir rentrer chez eux? Ça n'est pas clair et même lorsque l'on les accompagnait durant cette année qui vient de s'écouler pour rentrer chez eux, la réalité c'est qu'il y avait des villages qui avaient été rendus inhabitables, des terres agricoles qui ont été rendues complètement inexploitables. Donc on est là dans un pays avec 400 000 personnes en route et avec un pays qui n'a plus les moyens même de nourrir sa population. On est à 20% de la population au Liban qui n'a plus les moyens de se nourrir. Et là on parle du Liban. Mais la situation, comme vous l'avez dit, elle est régionale. On voit des Iraniens qui arrivent en Turquie. Nous, vous savez, Caire, on est dans toute la région. On est au Liban, on est en Irak, on est en Turquie, on est en Jordanie, on est évidemment à Gaza, on est en Égypte, Et finalement, ce que l'on voit et ce à quoi on se prépare, parce que le bruit des bottes, comme vous l'avez dit Agnès, nous l'entendons aussi depuis des semaines, même des mois. Donc nous y préparons aussi et nous avons besoin, mais de manière urgente, de la solidarité internationale. Ça veut dire quoi? Nous avons besoin d'argent. Aujourd'hui, il faut absolument que les gens se sentent solidaires, que les États se sentent solidaires. Et puis, il faut que les États, y compris la France, demandent un cessez-le-feu et exigent le respect de la vie civile dans cette région où, encore une fois, et le mot je le pèse, il y a un mépris
totale de la vie civile dans ce qui est en train de se passer dans cette région. On vous entend et votre témoignage est fort, Adéa Guillot. Je vous fais rebondir, Sébastien Regnault. Quand on voit effectivement ce qui se passe pour les populations civiles, un peu partout dans la région, on peut se dire là que finalement c'est toute la région qui est déstabilisée et les premières victimes, c'est les populations. Oui, c'est ça. Je crois que c'est vraiment dans la stratégie de Netanyahou, si vous voulez, d'éradiquer toute possibilité d'avoir même l'idée de solution politique. C'est-à-dire que avant même qu'une solution, là, il y avait une négociation sur le nucléaire, sur un ensemble de problèmes, hein, parce que les Iraniens, il y avait eu des signaux qui avaient été donnés pour un règlement un petit peu de tous les problèmes de la région qui sont liés de près ou de loin avec l'Iran. Et ça allait jusqu'à obtenir une coopération entre l'Iran et les États-Unis pour essayer de régler les problèmes. Vous savez, quand il y a des différends entre les problèmes, entre des deux personnes, il y a deux moyens de les régler, soit de se faire la guerre, soit d'essayer de faire la paix. Bon, bah là, encore une fois, la paix a été mise de côté pour précipiter et puis pour privilégier les bombes. Et si vous voulez, moi je crois, alors c'est là où on est vraiment à une période charnière et je pense que plus la guerre va durer, plus les difficultés vont apparaître, parce que là pour l'instant c'est vrai qu'il y a une espèce de triomphalisme sur le côté militaire, purement militaire du problème, mais plus on va avancer, plus il va y avoir des problèmes politiques qui vont se poser, et les problèmes politiques c'est dans la longueur, enfin c'est dans le temps qu'on les règle. C'est pas des choses très rapides à gérer. Et j'allais dire, depuis la mort de Khamenei, c'est vrai que la mort de Khamenei a provoqué, si vous voulez, un mouvement de sympathie à l'intérieur de l'Iran, car tout le monde en avait un petit peu marre. Et je crois même un petit peu, même à l'intérieur du régime, une espèce de soulagement, d'ouverture, etc. Mais d'un autre côté, plus les bombes vont continuer, plus le mouvement de sympathie va s'éradiquer et souvent il y a un retournement, il y a un retour de bâton, et les populations qui sont sous les bombes vous savez, une guerre, ça, dans la psychologie des foules, dans la psychologie des peuples, etc., ça envenime la haine, l'esprit de vengeance, etc. Et je crains que la haine et l'esprit de vengeance se développent dans les prochaines années s'il n'y a pas de solution politique et diplomatique à tous les problèmes de la région. Vous parlez des populations et de la manière dont elles peuvent percevoir ce conflit. Je me tourne vers vous, donc Karim, pour ce qui concerne par exemple le Liban avec le Hezbollah. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que certains, quand même, au Liban, il faut le dire, soutiennent aussi le Hezbollah. Bien sûr, certains soutiennent le Hezbollah, notamment les populations du Sud, qui sont celles qui sont le plus touchées par les bombardements. Et pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure, on était du côté du Liban lors de la mort de Hassan Nasrallah, et on avait vu à l'époque ces files interminables de populations qui tentaient de rejoindre Beyrouth, mais souvent elles allaient dans le sud de Beyrouth, c'est-à-dire dans les fiefs du Hezbollah où les populations chiites sont très nombreuses, et finalement elles fuyaient un danger qu'elles retrouvaient du côté du sud de la capitale, parce que le sud de Beyrouth était pilonné avec une violence inouïe par l'armée israélienne. Alors c'est vrai que une partie de la population a été horrifiée de voir que le Hezbollah en quelque sorte avait remis une pièce dans la machine en tirant des roquettes vers Israël, mais on avait vu aussi que le Hezbollah avait été relativement prudent dans les premières heures qui ont suivi la mort de Khamenei. Il n'avait peut-être pas envisagé de réactiver ce front, mais sans doute que du côté de Téhéran, on leur a fait comprendre qu'il fallait agir, ou en tout cas symboliquement avoir une action. Évidemment, Benyamin Netanyahou n'attendait que cela. Il y avait un cessez-le-feu qui n'a jamais été respecté par Israël. Depuis novembre 2024, il y a eu des milliers et des milliers de violations de ce cessez-le-feu, et finalement cette volonté israélienne de créer une nouvelle zone tampon, il l'avait déjà en tête depuis un moment, et ces frappes qu'on voit depuis quelques jours en réalité étaient en préparation depuis un moment déjà côté israélien, et c'est évidemment dans cette logique que Benyamin Netanyahou a mis en place de changer le visage du Moyen-Orient. On pourrait s'intéresser aussi à ce qui s'est passé ces derniers temps du côté de la Syrie, où Benyamin Netanyahou est allé triomphalement du côté du plateau
plateau du Golan, où un certain nombre de positions israéliennes ont été mises en place sur le territoire syrien. Et donc, c'est du pain béni pour un Benyamin Netanyahou qui n'a que faire du quotidien et de la vie des populations libanaises dans le sud et ailleurs dans le Liban. Et vous évoquez les populations libanaises. Karim, vous étiez avec nous tout à l'heure lorsque nous étions avec notre correspondant Serge Berberi. Serge qui revenait sur ces frappes qui s'abattent sur une partie du Liban. On va l'écouter tout de suite. Ce matin, on entend d'abord, vous savez, les drones, ces drones dans le ciel, leur bourdonnement au-dessus de la banlieue sud est presque permanent. Puis viennent les avertissements et quelques minutes plus tard, les explosions. Je vous parle d'ailleurs depuis chez moi, car il m'est impossible de sortir pour faire ce duplex. La situation est trop instable dans plusieurs secteurs autour de Beyrouth. Et ce que je vois ici reflète bien ce qui se passe ce matin dans le sud de la capitale. Les frappes israéliennes se poursuivent et elles se concentre surtout sur la banlieue sud de Beyrouth et ses alentours. Les appels à évacuer se multiplient. Vous savez, des messages demandent aux habitants de quitter certains immeubles et quelques minutes plus tard, les bombardements suivent. Dans la banlieue sud de Beyrouth, vous l'évoquiez tout à l'heure, plusieurs frappes ont déjà eu lieu ce matin. Les explosions sont puissantes, les détonations sont entendues dans toute la capitale. Vous savez, dans plusieurs quartiers de Beyrouth, les vitres ont tremblé et après chaque frappe, de grandes colonnes de fumée s'élèvent au-dessus de la zone. On les voit depuis plusieurs secteurs de la ville. Vous savez, dans la banlieue sud, certains habitants tirent même en l'air. C'est une façon ici d'alerter les voisins, un signal donc que la frappe est imminente. J'habite non loin de cette zone et comme beaucoup d'habitants de Beyrouth, les nuits et les journées sont devenues très difficiles. On dort très peu, on écoute les drones, puis les explosions et on regarde, vous savez, vers le ciel pour essayer de comprendre où la frappe vient de tomber. Mais vous savez, les frappes ne se limitent pas seulement à la banlieue sud. Israël a élargi ces dernières heures le champ de ces bombardements. Pour la première fois, une frappe a visé la région de Hazmieh Barabda. C'est aussi à quelques minutes de chez moi. C'est proche du palais présidentiel, mais aussi de plusieurs missions diplomatiques. C'est un hôtel qui a été touché dans ce secteur. Et vous savez, aussi, il y a eu d'autres frappes inédites dans des secteurs résidentiels du sud de la capitale, notamment à Ramoun. Vous savez, c'est une région qui n'est pas considérée comme un bastion traditionnel du Hezbollah. Et plus à l'est aussi, dans la Beka, à Baalbek, aussi, il y a eu des frappes donc israéliennes. Et au Liban Sud où la tension reste aussi très très forte, l'armée israélienne appelle de nombreuses localités à évacuer immédiatement avant de nouvelles frappes. Au total, ce sont des dizaines de villages qui ont reçu ces avertissements et les populations fuient. Des milliers et des milliers de déplacés qui essayent de rejoindre la capitale Beyrouth. Et entre-temps, le Hezbollah, lui, continue ses tirs de drones, ses tirs de missiles en direction d'Israël. Voilà pour la correspondance de Serge Berberi. Serge Berberi qui fait un travail remarquable qui nous permet de savoir ce qui se passe au quotidien depuis le début de cette guerre au Liban. Je me tourne vers vous, donc Adéa Guillot. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'ONG CARE. Vous intervenez au Liban. En ce moment, il y a 58 000 déplacés. La situation, elle est catastrophique. Aujourd'hui, on parle c'est dans les abris collectifs. On est même monté à 64 000 en quelques heures. Dans les abris collectifs, en vérité, il y a 400 000 personnes qui se sont déplacées. Parce qu'il y a les gens dans les abris collectifs, il y a les gens qui rejoignent les appartements de leur famille, et puis il y a les gens qui trouvent de la place nulle part, qui sont dans la rue, qui sont dans leur voiture, qui n'ont pas encore où se réfugier en réalité. Donc, on est là face à un déplacement réellement massif. Je vois l'émotion de votre correspondant. Il faut comprendre ce qu'est le Liban. Le Liban, c'est un petit, géographiquement, pays. Et donc, finalement, ce que vivent les uns qui fuient, le vivent aussi les autres qui racontent, les journalistes, ceux qui aident, les humanitaires. Tout le monde entend les bombes, tout le monde entend les drones, tout le monde vit dans la peur de quelqu'un de sa famille qui pourrait être touché par ce qui se passe. Et c'est une répétition.
très très douloureuse de ce qui s'est passé il y a un an à peine. Vous disiez tout à l'heure, et c'était intéressant, que le cessez-le-feu de novembre 2024 n'a jamais été respecté et qu'il y a eu, vous avez évoqué, des milliers de violations. Ce que ça veut dire derrière, c'est que la reconstruction n'a jamais été rendue possible. Il y avait un besoin dans ce pays à hauteur de 30 milliards d'euros de besoins pour reconstruire des infrastructures, etc. La reconstruction n'a jamais pu être lancée l'année dernière. Donc ce nouvel épisode qui vient s'inscrire dans un contexte encore plus trouble à l'échelle internationale, vous imaginez bien qu'il intervient dans un contexte où finalement ce pays n'a pas du tout les moyens d'amortir le choc que sa population s'apprête, est en train de vivre. Donc il y a un besoin urgent, mais je le répéterai tout au long de cette émission, de solidarité internationale. Ça passe par des moyens. Les États européens notamment doivent se mobiliser, doivent répondre et doivent être présents auprès des populations libanaises. Vous, moi, parce que les gens qu'on voit arriver, nous, dans les abris dans lesquels nous intervenons, sont des gens qui sont partis sans rien. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Du savon, des serviettes hygiéniques, de quoi manger, des repas chauds, parce que parfois on a des gens qui n'ont rien mangé depuis 3 jours et surtout rien de chaud, de l'eau, de quoi se laver, un matelas sur lequel dormir, une couverture. Il fait pas super chaud en ce moment à Beyrouth. Et puis surtout, l'idée de réfléchir où est-ce qu'on pourrait s'installer au moins pour une semaine. Est-ce qu'on peut s'installer quelque part pour être en sécurité au moins une semaine? Voilà ce que l'on voit sur le terrain. Voilà le contexte dans lequel ça s'inscrit. Et je crois qu'il y a un sursaut vraiment à avoir au niveau des États, notamment européens, et puis aussi du grand public, de générosité envers d'abord les populations libanaises, car encore une fois, dans cette région, c'est d'abord là qu'il y a le plus de déplacés. Et puis certainement, il y aura à élargir tout cela bien au-delà. Nous intervenons aussi à Gaza. Nous n'oublions pas ce qui se passe à Gaza. En effet collatéral de cette crise, eh bien Gaza, les accès ont été fermés pendant de très longues heures, pendant 3 jours. Nous avons déjà un mal fou à faire entrer de l'aide, puisque vous savez, je pense, les entraves qui sont faites à nos organisations internationales pour acheminer de l'aide que nous avons pourtant dans tous nos entrepôts aux alentours de Gaza. Eh bien là, ils ont rendu les choses encore plus, les autorités israéliennes ont rendu les choses encore plus difficiles ces derniers jours en fermant les points d'entrée. Et donc nos équipes à Gaza ont dû faire sur quelques réserves. Or, à Gaza, les organisations internationales, nous sommes les seuls à entretenir les lits, la nourriture. On meurt de faim encore aujourd'hui à Gaza. Et donc, si nous ne sommes pas là pour aider, personne ne peut aider cette population. Et puis enfin, on voit des réfugiés iraniens arriver en Turquie. Donc aujourd'hui, nos collègues en Turquie sont en train de se comme on dit, positionner, mettre des stocks en place, parce qu'on se dit qu'il va là aussi falloir amortir et aider les Iraniens qui fuient les bombardements. Agnès Levallois, vous souhaitiez rebondir. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que évidemment que l'urgence est une urgence humanitaire, mais il faut avant tout obtenir de nos gouvernements d'exercer des pressions sur Israël, parce que c'est Israël qui, depuis le fameux cessez-le-feu au Liban, n'a jamais respecté ce cessez-le-feu, que tous les villages qui sont au sud, à la frontière avec Israël, Israël interdit à la population libanaise de revenir, avec des personnes, des Libanais qui ont tenté de rentrer, et à ce moment-là, il y avait un drone israélien qui arrivait en disant « Monsieur Untel », parce que toutes les personnes sont identifiées, repartez immédiatement, sinon on fait exploser votre voiture. Donc le problème qui se pose aujourd'hui est un problème qui remonte déjà dès la conclusion de ce cessez-le-feu, qui n'a pas été respecté, et que la France et les États-Unis, qui sont garants de ce cessez-le-feu, ne l'ont pas fait appliquer. Et ça, il y a une responsabilité qui est absolument énorme. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'effectivement, il faut que l'aide humanitaire arrive. Mais si Israël continue à bombarder comme il bombarde, cette aide humanitaire n'arrivera pas à ceux qui en ont besoin. Donc la priorité, il y a 2 priorités. Il faut marcher sur les 2 jambes, parce que bien sûr que la priorité, et il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir, et les appels à l'aide sont indispensables, sont vitaux, mais il faut dans le même temps qu'on arrive à enfin, j'allais dire, exercer des pressions sur Israël pour que Israël accepte non seulement d'arrêter ses bombardements sur le sud Liban, mais permette l'arrivée de l'aide humanitaire à Gaza, parce qu'on n'en parle plus du tout, et c'est évidemment dramatique, et il y a un certain nombre de questions essentielles qui se posent. Et moi, ce qui me frappe dans tout ce brouhaha aujourd'hui avec cette guerre, c'est qu'on parle effectivement de cette guerre israélo-américaine sur l'Iran, mais du coup, c'est à nouveau un blanc-seing donné à Israël et aux Américains pour faire absolument ce qu'ils veulent dans la région, en Iran, mais en continuant tout ce travail qui casse
complètement cette région avec des populations qui sont fracassées dans le véritable sens du terme, qui sont évidemment maintenant traumatisées. Et maintenant, nous, on parle effectivement de tous ces enjeux géopolitiques, en quoi il est légitime de la part d'Israël et des Américains de taper l'Iran. Et là, je crois qu'on est arrivé à un stade qui, moi, me donne envie de pousser un cri de colère par rapport à tout cet ensemble. Et finalement, que nos responsables politiques admettent quand on dit, mais finalement, cette guerre, elle est justifiée parce que l'Iran est un méchant. Est-ce que c'est ça la question aujourd'hui? Est-ce que la question aujourd'hui, ça n'est pas d'arrêter ces bombardements dans l'ensemble de la région avec un Israël hégémon qui considère que, eh bien, c'est sa séquence et c'est sa séquence qui lui permet de s'imposer partout dans la région, quel que soit le prix à payer pour les populations civiles. Sébastien Regnault, Agnès Levallois évoque des populations fracassées, des bombardements qui continuent. Ça va continuer en plus, d'après Donald Trump. Oui, et puis ça va, j'allais dire, pour la situation plutôt en Iran, c'est-à-dire que plus le temps va passer, plus les difficultés vont apparaître. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, pour l'instant, tout le monde est confiné un peu chez soi, là, en Iran, les nouvelles que j'ai, les gens ont quitté les grandes villes, etc. Et puis, les bombardements vont pas cesser, parce qu'apparemment, Donald Trump vient d'annoncer a annoncé hier que le gros allait arriver. Donc là, on en est vraiment qu'au début. Et j'aimerais revenir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que par rapport à Israël, parce que c'est Israël qui mène la danse, vraiment, je crois que les Américains sont un peu les idiots utiles de la politique israélienne. Quand vous dites ça, c'est intéressant, ça veut dire que, d'après votre lecture, Donald Trump a été un peu poussé c'est évident. Pour que ce conflit en soit là aujourd'hui? C'était déjà le cas, si vous voulez, pendant la guerre des 12 jours. C'est-à-dire qu'il y avait des négociations entre les Iraniens et les États-Unis, et paf, Israël, d'une manière complètement unilatérale, a attaqué l'Iran et a forcé la main aux États-Unis. Il a fait exactement la même chose là, c'est-à-dire qu'il y avait des négociations, et les négociations étaient très proches d'aboutir, et c'est toujours le cas, si vous voulez, depuis que moi j'observe la situation. C'est-à-dire que dès que des négociations, je vous disais, par rapport à une idée de pouvoir trouver une solution politique et diplomatique, dès qu'une solution est en train d'émerger, Israël attaque pour rompre la négociation. Parce que c'est ce que j'expliquais un jour sur un autre plateau, c'est-à-dire que pour Israël, c'est évidemment pas de bombe iranienne, je reviens sur cette histoire de bombe nucléaire, mais c'est aussi pas d'ouverture de l'Iran. Et donc c'est ni l'un ni l'autre. Donc la stratégie d'Israël dans la région, c'est de maintenir le statu quo, c'est-à-dire des pressions, des sanctions, des embargos sur l'Iran pour éviter que l'Iran s'ouvre. Et c'est ça la situation. C'est-à-dire que là, c'est pour ça que je parlais d'idiots utiles. C'est-à-dire que tous les Occidentaux, européens comme américains, pensent que le problème, il est nucléaire. Il n'est pas nucléaire. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec l'ouverture de l'Iran? Quelle est la position de l'Iran dans la région? Quelle est la position de l'Iran dans le monde? Quelle vision pour l'Iran? Et là, alors là, c'est le silence absolu. Et ça dure depuis longtemps, parce que si vous voulez, déjà, il y avait eu un accord en 2015, il y avait un accord technique sur le nucléaire, mais comme aucune vision politique ne s'était associée à cette solution technique sur le nucléaire, et bien Trump en a profité pour le casser. Parce que, comme je vous dis, il n'y a pas de vision. Donc, si vous voulez, c'est le statu quo. Et là, pour les prochaines années, on repart sur peut-être des années, des dizaines d'années de tensions, parce que comme les problèmes ne sont pas réglés, les problèmes restent, et il va y avoir des tensions permanentes où, à chaque fois, ce sont les armes qui vont parler. C'est tout là le problème. Et je rebondis, Sébastien Regnault, sur ce que vous venez de dire en disant que le problème n'était pas nucléaire, puisque hier, le patron de l'AIEA, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a indiqué qu'il n'y avait aucune preuve que les Iraniens étaient proches d'avoir donc une arme nucléaire. Karim, si on se remémore un peu la semaine dernière, c'était pas si loin, il y avait des négociations entre les États-Unis et l'Iran, et d'après les sources iraniennes, ça se passait bien, ces négociations autour du nucléaire. Pas seulement les sources iraniennes, parce que du côté d'Oman, on s'est retrouvé horrifié au moment du déclenchement de cette attaque américano-israélienne, parce que on explique qu'on était très près d'obtenir une avancée majeure, et c'est vrai qu'on a eu le sentiment que il y avait une volonté américaine et surtout israélienne de briser cette dynamique. Vous évoquiez le fait que c'était Israël qui était à la manœuvre, et Donald Trump a bien senti que la perception
perception de l'opinion américaine était un élément important parce que très rapidement, il a essayé de faire croire que c'était, dans ses dernières déclarations, que c'était les États-Unis qui avaient été à l'origine et que les Israéliens n'ont fait que suivre, ce qui allait en complète contradiction avec les déclarations précédentes de Marco Rubio qui, de façon très explicite, a expliqué que les Israéliens étaient en train de préparer une attaque et que finalement les Américains s'étaient retrouvés dans la position d'être obligés de les suivre parce que de toute façon il y allait avoir une riposte qui allait viser les intérêts américains. Donc clairement dans cette séquence les Américains se sont retrouvés à la queue derrière les Israéliens et pas du tout dans cette vision qui a été présentée ces dernières heures par Donald Trump. C'est clair que la question du nucléaire elle est régulièrement mise en avant par Donald Trump qui expliquait que ça y est, les Iraniens étaient en capacité de toucher les États-Unis bientôt. Aucun expert n'a montré la dangerosité immédiate du nucléaire iranien. On se souvient que lorsqu'il y a eu cet accord signé en 2015, les Iraniens avaient accepté un taux d'enrichissement de 3,6%, ce qui était extrêmement loin du niveau nécessaire pour fabriquer des bombes atomiques. Ils avaient accepté aussi des enquêtes régulières et la présence d'inspecteurs de l'AIEA. Et finalement, on a presque le sentiment que Donald Trump, à l'époque, a voulu faire voler en éclats un accord qui n'était pas si mauvais et qui permettait en tout cas de voir venir pendant une dizaine ou une quinzaine d'années et qu'aujourd'hui, finalement, réactiver la menace iranienne, ça permet notamment à Israël de pouvoir construire un Moyen-Orient tel qu'elle l'imagine, peut-être avec l'ancien fils du Shah, qui a clairement affiché sa proximité et sa sympathie pour Israël, et pas du tout dans une logique de finalement réduire à néant la menace nucléaire iranienne qui a largement été surévaluée et par les Américains et par les Israéliens. Mais il faut peut-être ajouter un point, si je peux me Agnès. permettre, c'est que tout ça, ça correspond à une logique de la part de Netanyahou. Depuis que Netanyahou est arrivé au pouvoir, lors de son premier mandat, maintenant ça fait des années, il a toujours dit, il a toujours annoncé qu'il fallait absolument faire tomber la République islamique. C'est une obsession de la part de Netanyahou. Et donc il a essayé, lors de la guerre des 12 jours en juin 2025, d'obtenir cette chute. Vous vous souvenez qu'au bout de 12 jours, Trump a décidé d'arrêter, estimant que les résultats étaient à la hauteur des attentes des Israéliens et des Américains. Netanyahou n'était pas content parce que lui estimait que les objectifs n'avaient pas été atteints et que depuis la fin de cette guerre en juin dernier, Netanyahou n'a cessé de se rendre à Washington régulièrement pour dire à Trump il faut y aller, il y a une menace imminente et on voit effectivement qu'aujourd'hui les éléments ont été mis en avant et Trump a saisi cela alors qu'il était en train de négocier. Et donc si on se place du point de vue iranien aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a eu des négociations, en fait, tout a été arrêté et même lorsque l'accord a été signé 2015, vous vous souvenez, dans la campagne électorale de Trump, c'est le Trump disant le pire accord qui a jamais été signé, alors que c'était un accord qui permettait d'envisager une certaine stabilisation régionale que les pays de la région attendaient évidemment avec impatience et qui a été, alors là aussi, Netanyahou, dans ses relations privilégiées à Trump, a réussi à faire passer l'idée que cet accord était absolument épouvantable. Et donc, la première chose que fait Trump en arrivant en 2018, c'est de déchirer cet accord. Et on va écouter tout de suite Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui s'est exprimé hier et qui a justifié l'intervention israélo-américaine. On l'écoute tout de suite. Si nous étions restés à attendre que cette attaque survienne avant de frapper, nous aurions subi des pertes bien plus lourdes. Le président a donc pris une décision très sage. Nous savions qu'une action israélienne allait avoir lieu, nous savions qu'elle entraînerait une attaque contre les forces américaines, et nous savions que si nous ne prenions pas l'initiative de les frapper avant qu'ils ne lancent leurs attaques, nous subirions plus de pertes, voire plus de morts. Et nous serions aujourd'hui en train de répondre à des questions comme « Pourquoi nous n'avons pas agi alors que nous étions informés ?» Voilà pour les propos de Marco Rubio. Sébastien Regnault, Donald Trump a lui-même évoqué un sentiment profond que l'Iran allait attaquer en premier. Est-ce qu'on peut
Voilà, Non, se ça, baser c'est sur bien. un sentiment profond pour attaquer un pays. Moi, je vais vous dire, je suis chercheur. Mon travail, c'est justement de décoder ce genre d'idéologie, parce qu'on n'est pas loin de l'idéologie. Hein. Je veux dire, l'Iran n'a pas le monopole de l'idéologie. Il y a beaucoup d'idéologie en Israël, beaucoup d'idéologie aux États-Unis. Et si vous voulez, il y a beaucoup de mensonges. On l'a vu déjà avec la guerre en Irak qui a été provoquée pour des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Là, il y a un petit peu un sentiment de recommencement et de même type de discours. C'est-à-dire que, les objectifs sont pas clairs. 2, les raisons qui expliquent cette intervention sont pas claires non plus. En plus, elles sont contradictoires et en plus, elles sont loin de la réalité. Parce que il y avait une volonté du côté iranien, moi qui suis ce dossier depuis 25 ans maintenant, il y avait réellement une volonté du côté iranien de sortir de cet isolement, de trouver une voie diplomatique et une voie de possibilité d'ouvrir l'Iran. Parce que les Iraniens sont quand même vivent sous une montagne de sanctions. Je veux dire, c'est le pays qui vit les pires situations économiques dans le monde à cause de ces sanctions avec la Corée du Nord. Mais c'était un pays qui, justement, voulait sortir de cette situation. Et toutes les solutions politiques, techniques, elles étaient sur la table. Je veux dire, il n'y avait pas grand-chose à apporter. Il y avait juste à négocier, à discuter. Comme vous disiez, un diplomate omanais qui était à la table des négociations a annoncé que l'Iran avait même accepté de sortir tout son stock d'uranium enrichi à 60% à l'étranger et d'accepter de faire de l'enrichissement symbolique entre 1 et 2% du nucléaire. Vous voyez, ils avaient accepté presque toutes les bases américaines. Hein. Et c'est ce moment-là, comme je vous ai dit, c'est la stratégie du fait accompli de Netanyahou. C'est-à-dire que à chaque fois, il tue dans l'œuf la possibilité de trouver une solution politique aux problèmes de la région. Et donc, il remet à plus tard les problèmes politiques. Et on est sans arrêt dans cette situation. Et l'Iran, parce que là, aujourd'hui, évidemment, les armes parlent, et comme les armes américaines et israéliennes sont plus fortes, il y a quand même une victoire de ce côté-là. Mais les problèmes ne sont pas réglés, et ils vont être de plus en plus difficiles à régler à l'avenir. C'est-à-dire que plus le temps passe, et plus les problèmes s'accumulent, et plus le règlement des problèmes posera problème à l'avenir. Adéa Guillot. Oui, je voulais réagir à plusieurs choses que vous venez d'évoquer qui sont très importantes pour l'avenir finalement de cette région. Vous avez évoqué tout à l'heure des années et des années de haine à venir. Vous venez de parler de ce flou finalement et des motifs et finalement des conséquences. La conséquence réelle, nous on la voit. Hein, on la voit sur des générations, que ce soit à Gaza ou que ce soit au Liban, des générations d'enfants qui sont déscolarisés, donc qui sont dans l'incapacité d'apprendre à comprendre ce qui leur arrive. Nous voyons aussi des femmes et des filles particulièrement visées, y compris dans leur fonction et dans leur santé sexuelle et reproductive, ce que ça veut dire pour des générations à venir, c'est important aussi. Et puis nous le voyons enfin dans la santé mentale de toutes ces populations et de tous ces civils qui sont touchés par tous ces bouleversements qui se succèdent et qui se passent à une vitesse. Encore une fois, ce qui se passe, la vitesse est hallucinante à l'échelle des populations qui la vivent. Leur vie leur échappe en une minute. Réellement, ce qui se passe à Gaza, je pense, met en danger le monde entier pour très longtemps. Et on a là une bombe à retardement. Je trouve que c'était très intéressant ce que vous disiez de la haine, parce qu'on a une bombe à retardement sur la santé mentale de tous ces gens, de toutes ces populations qui, encore une fois, nous ressemblent. Ce sont des gens comme vous, comme moi, qui hier envoyaient leurs enfants à l'école. Les mamans mettaient à manger sur la table de leur famille. Il y avait des gens qui travaillaient, qui participaient à l'effort et à l'économie de leur pays. Et tout ça leur est retiré très brutalement, sans espoir et sans visibilité de résolution concrète et politique. Et finalement, que va-t-il se passer ? Eh bien, nous, on le voit. On voit des gens malades dans une santé mentale extrêmement dégradée, et il y a une urgence à prendre soin de toutes ces populations, y compris sur ce volet-là, et particulièrement des femmes et des filles, et j'insiste, parce qu'elles sont particulièrement vulnérables et particulièrement visées dans ce conflit. Karim Adéa Guillot vient d'évoquer largement finalement les répercussions sur les populations de cette guerre. Vous avez évoqué un peu plus tôt, Adéa Guillot, la possibilité finalement que la communauté internationale intervienne, communauté internationale entre guillemets. Hier, Emmanuel Macron, le président français, a pris la parole. Il se tient aux côtés de ses alliés. Il envoie des forces. À quoi tout ça va servir ? Alors essentiellement à défendre les intérêts de la France et pas
forcément aller en aide aux populations qui en ont le plus besoin du côté du Liban ou de la bande de Gaza. La France a des accords avec un certain nombre de pays qui ont été impliqués dans cette guerre. Eh bien, c'est au nom de ces accords qu'il va y avoir un déploiement militaire. On voit aussi que le Charles de Gaulle est dépêché du côté de la Méditerranée pour évidemment tenter de mettre pression et libérer le détroit d'Ormuz. Mais Emmanuel Macron a eu un discours très clair en expliquant que sa priorité c'était la sécurité de la France, la sécurité des ressortissants français et les intérêts vitaux de la France, ainsi que le respect des accords qui lient la France à un certain nombre de pays du Golfe et également à l'Irak ou à la Jordanie. Donc il ne faut pas attendre des déclarations d'Emmanuel Macron qu'elles aient un impact sur la situation des Iraniens ou des Gazaouis. D'ailleurs, il n'a fait que constater le fait que les Américains et les Israéliens avaient bafoué le droit international, tout en ajoutant que la raison première était l'attitude de l'Iran. Donc c'est une posture extrêmement faible, entre guillemets, par rapport aux enjeux humanitaires de ce qui se passe dans la région. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ce déploiement de forces tout de même limité puisse avoir un impact humanitaire, malheureusement, sur ce qui est en train de se jouer dans la région. Agnès Levala, je rebondis sur les propos de Karim. Donc effectivement, hier, le président Emmanuel Macron a reconnu donc que les bombardements israélo-américains s'étaient faits en dehors du cadre légal du droit international, tout en disant que personne n'allait regretter finalement le guide suprême. Est-ce qu'on est dans du « en même temps » ? Complètement. Quand d'un côté, le président dit que c'est quand même l'Iran qui est responsable du déclenchement, parce que c'est comme ça qu'il a dit, mais tout en condamnant parce que c'était en dehors du droit international. Expliquez-moi ce que ça veut dire. Mais on est dans l'attitude, alors la classique de la diplomatie française sous Macron, qui est toujours de dire une chose et son contraire pour tenter de peser sur cette situation. Or, on sait très bien que la France n'a pas été prévenue du lancement de l'opération et que la France essaye tant bien que mal d'avoir cette espèce de strass-pontin diplomatique dans la région qu'elle n'arrive plus à avoir. Et si on revient à la situation du Liban, c'est quand même, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut le rappeler, la France, aux côtés des Américains, est garante du cessez-le-feu qui a été signé en novembre 2024. Et je n'ai pas vu la moindre déclaration de la France depuis, suite à toutes les attaques menées par l'armée israélienne. À l'époque où le Hezbollah ne lançait aucun missile sur Israël, donc le Hezbollah, quand même, pendant de nombreux mois, a respecté ce cessez-le-feu parce que d'abord, il en avait moins la compétence et que finalement, il se rendait compte aussi que d'un point de vue intérieur, il y avait toute une partie des Libanais qui en voulaient beaucoup au Hezbollah d'avoir entraîné le pays dans cette guerre en septembre 2024. Donc, on est là face à cette attitude classique de la France qui, finalement, n'a plus du tout voix au chapitre. Merci à tous les quatre. Restez sur France 24. L'édition spéciale se poursuit dans quelques instants.